à une vitesse extraordinaire. Pour ce faire, je vais d'abord donner la parole au directeur général de la télévision, M. Pape Alé-Niang, qui se trouve être un ami de très très longue date. Un ami, un complice, quelqu'un dont j'admire le courage, la constance. Monsieur le directeur général, vous avez la parole. Je pense que vous avez un micro à côté de vous. Non? Bonjour doyen, je pense que ça me fait trop d'honneur en parlant de courage, de constance dans mes prises de position. Mais je tenais tout simplement également à souhaiter la bienvenue. Nous n'avons pas eu l'opportunité de le faire au Théâtre national Daniel Sorano. Mais je pense que la RTS devait fortement s'impliquer pour la réussite de ce salon des médias. Et nous pensons que c'est une très grande réussite, une première, mobiliser autant de collègues, de confrères ici à Dakar pour débattre de questions essentielles pour la vie des médias en Afrique. Je remercie le directeur de la Maison de la Presse, M. Sambou Biagui, notre grand frère, notre doyen, Martar Silla, ainsi que tous les membres du COPIL qui n'ont ménagé aucun effort pour relever le défi de l'organisation. Nos sincères remerciements. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, je pense, d'une problématique qui est devenue essentielle. Non pas seulement pour l'Afrique, mais qui se pose de manière très sérieuse pour les médias africains. Tout le monde s'accorde sur une chose, l'information aujourd'hui circule à grande vitesse à travers le monde, façonne les perceptions, pose une question essentielle, qu'est-ce que nous, l'Afrique, les médias africains, doivent se comporter dans le traitement de cette information, surtout par rapport à notre spécificité. On peut dire que pendant longtemps, l'Afrique, de manière globale, a été racontée par d'autres. Ses réalités, ses défis, et même ses espoirs ont souvent été décrits à travers un prisme extérieur. Les médias occidentaux. Et souvent ces prismes sont réducteurs, pour ne pas dire stigmatisants, parlant de l'Afrique. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue dans le cadre des grands reportages que j'avais l'habitude de faire dans des pays africains. J'étais parti dans un pays voisin où la situation politique était très compliquée avec des manifestations intenses de l'opposition avec leurs revendications. Après avoir fait le tour de tous les chefs de l'opposition, la société civile, dans le souci de respecter l'éthique, la déontologie et l'équilibre dans le traitement de l'information, j'avais pu décrocher une interview avec le président d'alors qui dirigeait ce pays. Le jour de l'interview, j'étais en salle d'attente. On avait pris tous les dispositifs pour réaliser l'interview. Mais à ma grande surprise, j'ai rencontré un média européen qui était dans la même salle d'attente pour une autre interview, ou même pour parler de l'actualité avec le président.
mais juste, mes confrères ont été installés et après l'interview avec le président, ces services sont venus me dire qu'ils ont décliné l'interview que le président de la République d'alors devait m'accorder. Et la suite est intéressante. Je suis revenu tout naturellement, on a fait notre travail et le grand reportage a été publié sur une chaîne de télévision. Immédiatement, le palais présidentiel, d'abord ici de notre pays, a été interpellé par le président qui avait accordé son interview au dernier moment pour décliner. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils sont si prompts aujourd'hui que les médias européens puissent venir. On ouvre grandement les portes à ces médias européens qui ne connaissent pas véritablement la réalité. Mais pour eux, en accordant des interviews ou en ouvrant la porte à ces médias qui sont au passage grassement payés, ils peuvent avoir une certaine ouverture sur l'international. Mais quel traitement ces médias occidentaux font de la réalité africaine? Donc moi je pense qu'il nous revient aujourd'hui de maîtriser le narratif. C'est donc maîtriser la manière dont un peuple, un continent est perçu par le reste du monde, mais aussi par lui-même. L'Afrique a été toujours un continent qui est raconté à un continent qui se raconte. L'Afrique a été toujours un continent qui est raconté au lieu d'être un continent qui se raconte. Ça, c'est un défi que nous, les médias publics, nous avons l'obligation de relever. Et ce rôle, je l'estime central, en ce sens que dans le cadre de nos contenus et de nos missions, que nous pouvons avoir des récits authentiques, diversifiés et enracinés dans la réalité du continent. Et je précise, je parle au nom des médias publics, il ne s'agit pas de nier les difficultés, mais de montrer la complexité et la richesse de l'Afrique. Surtout avec sa jeunesse, qui est une jeunesse créative, ses innovations technologiques, mais également ses réussites économiques, ses cultures dynamiques et ses valeurs humaines et fortes. Si aujourd'hui, il faut changer le narratif par rapport à l'Afrique, je dirais c'est aussi changer le regard sur soi. C'est une forme d'émancipation symbolique et intellectuelle. Il ne faut plus qu'on accepte qu'on traite les problématiques de notre continent suivant des prismes qui sont très loin de la réalité que nous vivons au quotidien en Afrique. Ça, c'est un défi. Cependant, ce travail, quand je parle de défi, requiert beaucoup de moyens. Ce n'est pas aussi simple pour les médias africains qui ne sont pas dotés de moyens suffisants pour réussir ce pari. C'est dans ce cadre-là, comme je le dis très souvent, que nous rencontrons les producteurs qui ont des projets à soumettre, des créateurs de contenu qui racontent des histoires africaines sous un angle africain à partir de l'expérience vécue
des populations. Récemment, quand j'étais à Abidjan, par exemple, j'ai remarqué que beaucoup de longs métrages ont été réalisés par de jeunes créateurs sur la base du vécu africain par rapport à nos propres réalités. Maintenant, là où réside le problème, c'est comment trouver une solution entre les médias et les producteurs extérieurs pour qu'on puisse travailler en parfaite intelligence. Parce que très souvent, le coût de ces produits sont excessivement chers et en retour, le financement de l'audiovisuel public est un problème qui est posé pratiquement par tous les pays africains. Nous, au Sénégal, les doyens ont fait un travail exceptionnel dans ce sens, mais jusqu'à présent, on ne connaît pas l'aboutissement. C'est dans ce cadre que nous pouvons inviter les producteurs extérieurs à venir travailler avec les médias publics pour leur permettre quand même que leur production puisse être diffusée sur les écrans pour qu'on essaie de parler véritablement des problèmes de l'Afrique. Alors, je vais très rapidement terminer en disant que pour moi, ce ciment qui a été organisé doit être un creuset, un lieu de rencontre pour qu'on puisse échanger en profondeur. Voir entre d'abord chaînes de télévision, comment nous pouvons coopérer. Je parle sous le contrôle de mon frère et ami. Je pense que nous travaillons très souvent avec la chaîne gambienne et d'autres chaînes qui sont dans les pays voisins. Mais c'est juste par une synergie de force que nous pouvons relever ce défi. J'ai toujours trouvé aberrant de trouver des protocoles d'accord entre de grandes chaînes en Chine, en Russie, Turquie, qu'en retour, qu'il n'existe pas de protocole qui nous lie nous directement à une télévision, à la chaîne de télévision RTI, la Côte d'Ivoire, ou bien une autre chaîne malienne, pour qu'on puisse même se partager nos contenus et connaître un peu l'histoire de nos voisins. Je vais terminer, doyen, en faisant une petite digression, si vous permettez. Nous sommes à quelques encablures de la Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi je pose ce débat ici? J'ai eu à poser ce débat lors de l'Assemblée générale de l'UAR qui s'est tenue en Côte d'Ivoire. Les droits de diffusion des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations coûtent excessivement cher, avoisinent souvent les 1 milliard. L'État est obligé de supporter cela pour les chaînes publiques. Et figurez-vous, vous achetez très cher ces droits, on joue dans le continent africain, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, mais Canal a la possibilité de faire son lobbying au niveau de CAF pour empêcher les chaînes nationales d'avoir l'intégralité des matchs. Canal a les 52 matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Aucune chaîne de télévision francophone n'a la possibilité d'avoir les 52 matchs. Nous nous sommes battus. Aujourd'hui, c'était 29, aujourd'hui c'était 32. J'ai porté le combat avec mes collègues des télévisions francophones. On a écrit une correspondance pour dénoncer cela, surtout qu'au même moment, on donne aux chaînes anglophones les 52 matchs.
Seuls les pays francophones sont concernés par ça. J'ai trouvé cela inacceptable. Parce que nous ne pouvons pas dire à un Africain que vous ne pouvez voir que les 32 matchs. Les autres matchs, si vous voulez les voir, il faut acheter le bouquet Canal. Donc c'est un combat qu'on a commencé à mener avec d'autres collègues. Nous avons adressé des correspondances et nous avons décidé, au terme d'une réunion que nous avons tenue à l'IR, de demander au Sénégal de porter le lutte. On a fait un projet de lettre. Et que pour régler la question, au lieu d'amener les pays francophones à avoir l'intégralité des matchs comme les pays anglophones, ils ont fait le sens inverse. Maintenant, ils décident de baisser le nombre de matchs des pays anglophones pour les ramener à 32. Alors que ce n'était pas ça le combat. Le combat, c'est que nous pensons que c'est une fête du football africain. Canal vient, c'est vrai, vend ses bouquets aux Africains, mais c'est la fête du football. On joue ici en Afrique, dans un pays africain, organisé par la CAF, et nous achetons cher ces droits. Nous estimons qu'aujourd'hui, c'est un combat que nous devons porter pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, notre position est simple. Pour moi, c'est un combat de principe. Même si on échoue, l'histoire retiendra qu'à un certain moment, nous nous sommes battus pour dénoncer quelque chose que même Canal ne peut pas justifier, ni la CAF ne peut pas justifier. C'est juste une volonté de certaines personnes avec un lobbying pour permettre à Canal d'avoir l'intégralité des matchs et de pouvoir bien profiter de cette fête du football africain. Et nous estimons que c'est un combat que nous allons mener jusqu'au bout et que par rapport à ça, nous sollicitons l'appui de tout un chacun pour qu'on puisse gagner ce combat et permettre à tous les Sénégalais, à tous les Maliens, à tous les Ivoiriens qui veulent regarder sans payer, très rapidement, de regarder la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà ce que je pouvais dire. Et pour conclure, je dirais, raconter l'Afrique autrement, c'est véritablement contribuer à bâtir une conscience collective, positive, et à inspirer les générations futures. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci DG. Merci DG. Mais avant de passer la parole à monsieur Abdoulaye Sy, permettez-moi un peu de rebondir d'abord sur ce que vous avez dit par rapport à la CAN. J'ai vécu toutes les étapes de la CAN, comme directeur de production, comme directeur de la télévision. Et je crois que dans cette salle, il y a M. Aboké, je ne sais pas s'il est là. M. Aboké est là, je l'ai entreaperçu hier. À l'époque, M. Aboké, qui a fini sa carrière comme conseiller du président de la République de Côte d'Ivoire, et avant cela directeur général de RTI, avant cela directeur de la télévision, avant cela directeur des programmes. Nous avons, lui et moi, participé à beaucoup de réunions, toutes les réunions qui concernaient les contenus des produits diffusés sur nos chaînes de télévision. À l'époque, ensemble, nous nous battions. Nous étions toujours ensemble, tous les deux. L'un était devant, l'autre derrière. Nous étions toujours en phase et nos collègues dans la salle ne le savaient pas. Quand la Côte d'Ivoire introduisait